Le silence intérieur est un état d'esprit recherché par tous ceux qui veulent élargir leur champ de perception et de conscience. Toutes les grandes voies spirituelles comme le taoïsme, le bouddhisme, sans oublier le chamanisme, considèrent le silence intérieur comme la clé qui ouvre la porte menant vers l'inconnu. Mais comment le fait de taire nos pensées pourrait-il ouvrir en grand notre conscience et notre perception? Cela pourrait paraître paradoxal à première vue. Mais tout d'abord, observons, sans nous juger, ce qui se passe dans notre esprit. On remarquera que les pensées incitent notre attention à se focaliser vers des sujets bien particuliers, souvent très terre-à-terre, et qui tournent en boucle dans notre tête. La nourriture, le sexe, le travail, l'argent, le relationnel, le passé, le futur, et on recommence. La nourriture, le sexe, le travail, l'argent, le relationnel, le passé, le futur. Oups, j'ai oublié les fringues et les chaussures. J'avoue que je pense souvent à ça aussi, à comment m'habiller. Bon, enfin, vous voyez l'idée. On n'arrête pas de cogiter dans la tête, et, la plupart du temps, ça ne vole pas très haut. Ce dialogue permanent sous notre crâne entretient et maintient en place l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Mais si ce dialogue intérieur s'interrompt un moment, notre façon de voir les choses, qui est alimentée en continu par nos pensées, se met à vaciller. Au-delà d'un certain seuil de silence, elle s'effondre. Le monde s'arrête, disent les chamans. Dès lors, autre chose peut surgir de ce qui ressemble à des ténèbres. C'est à partir de là que commence la grande aventure de l'inconnu. Du point de vue des chamans et des rêveurs lucides, la vie quotidienne n'est ni plus ni moins qu'un rêve parmi d'autres, mais un rêve qui possède une stabilité et une continuité à toute épreuve. Et ceci grâce au pouvoir du dialogue intérieur. Un dialogue intérieur que nous avons mis des années à peaufiner. Si nous parvenons au silence intérieur et que nous le maintenons un certain temps, nous avons la possibilité de changer de rêve. Le silence en nous ouvre la porte de l'attention seconde et celle-ci est capable de tout. Qu'est-ce que l'attention seconde? L'attention seconde est la conscience de rêve, portée à un niveau de développement, tel qu'elle devient capable de maintenir une vision onirique, stable et continue. Elle est en quelque sorte l'équivalent de l'attention première, qui gère notre vie de tous les jours. Autrement dit, si l'attention première est associée au corps physique et à son environnement, l'attention seconde, quant à elle, appartient à notre second corps, le corps de rêve ou corps d'énergie. L'attention seconde commence à se déployer à partir du moment où nous faisons du rêve lucide. Dans une précédente vidéo, les anciens voyants et les nouveaux voyants, j'ai évoqué ces sorciers d'hier et d'aujourd'hui qui peuvent accéder à ce qui se cache, au-delà des apparences, grâce à la faculté de voir. Voir permet de percevoir l'énergie qui s'écoule dans l'univers et exclut toute interprétation arbitraire et tendancieuse. Ainsi, leur connaissance, qui est fondée sur des faits énergétiques incontestables, leur offre une vision globale et fiable du monde sur lequel ils peuvent s'appuyer pour mener à bien leur grande entreprise d'exploration. Pour rappel, selon ces voyants, l'univers, sous sa forme énergétique, est un espace infini, traversé par des champs d'énergie qui ressemblent à des filaments lumineux. Quant aux êtres humains, ils apparaissent sous la forme de sphères brillantes remplies de ces filaments lumineux. Au tout début de son existence, la sphère d'un être humain qui vient tout juste de se former est très fragile
car les champs d'énergie en elle s'agitent pour se libérer de cet enfermement et rejoindre ceux qui se trouvent à l'extérieur. Puis, soudain, une lueur éclatante apparaît à la surface du cocon, ce qui calme l'effervescence des filaments lumineux à l'intérieur de la sphère. On pourrait comparer ce brusque jaillissement de lumière au Big Bang, à la naissance de l'univers. Cette lueur brillante correspond à l'émergence de la conscience. Pour les voyants anciens et modernes, être en vie signifie avoir cette lueur de conscience à la surface du cocon. C'est le cas pour les végétaux, les insectes et les animaux dont nous faisons partie. Les voyants ont aussi découvert qu'il existe dans l'univers, ainsi que sur Terre, des formes de vie possédant la lueur de conscience, mais dépourvues d'organismes. Certains de ces êtres inorganiques partagent avec nous la même nature de conscience, ce qui veut dire qu'il est possible d'avoir avec eux des relations et des échanges d'énergie plus ou moins équitables, notamment en rêve. Des sorciers ont connu le grand amour avec des êtres inorganiques. Les chamans les nomment esprits de la nature. On les appelle aussi fées, elfes, djinns, fantômes, mais aussi aliens ou extraterrestres. Dans un passé lointain, plus rarement aujourd'hui, les humains entretenaient des rapports étroits avec ces étranges créatures de l'au-delà. Par la suite, ils ont fini par en faire des divinités, avant de les rejeter et de les oublier. Il existe de grandes différences entre les formes de vie organiques, comme vous et moi, et les formes de vie qui sont inorganiques. Bonjour, je m'appelle Soria. Je vis dans un monde juste à côté du vôtre. Un jour, peut-être, nous nous rencontrerons dans un de vos rêves. Les formes de vie organiques, comme les insectes et les animaux, ont une espérance de vie beaucoup moins longue que celles qui sont inorganiques, mais elles sont dotées d'une énergie débordante. Les êtres inorganiques, de leur côté, possèdent une énergie nettement moins intense, mais plus éthérée. De plus, leur conscience est très ancienne et recèle une immense quantité de connaissances. Pour synthétiser, disons que les formes de vie organiques sont semblables à des fruits succulents et gonflés de jus, tandis que les êtres inorganiques sont plutôt comme des fruits secs. Pour cette raison, les créatures inorganiques ont tendance à s'orienter vers le parasitisme énergétique, l'énergie étant la monnaie d'échange entre les êtres vivants dans l'univers. C'est le plus souvent en rêve et à travers nos souvenirs gorgés d'émotions que les êtres inorganiques interagissent avec nous. Ils nous font revivre dans nos songes certains aspects de nos interactions passées, agréables ou désagréables, afin de récupérer l'énergie qui est engendrée par les émotions que nous ressentons. Des sentiments comme l'amour, la vénération, le désir sexuel, la colère, mais aussi la peur les intéressent. En contrepartie, ils nous gratifient d'un peu de leur énergie éthérée qui stimule notre corps de rêve. Les voyants qui perçoivent le flux de l'énergie affirment que nous vivons dans un univers fondamentalement prédateur. Prédateur en ce sens que l'univers éprouve de manière impitoyable toutes les créatures vivantes, qu'elles soient organiques ou inorganiques, et ceci afin de tester continuellement leur conscience. Les prédateurs contraignent leurs proies à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ainsi à évoluer, voire à muter pour survivre. Sans prédateurs, l'univers stagnerait. L'homme moderne se considère comme le prédateur suprême, le top du top sur la pyramide alimentaire. En un sens, c'est le cas puisqu'il a réussi, en quelques siècles, à supprimer de son environnement tous les autres prédateurs qui le menaçaient.
Le hic dans cette vision des choses, c'est que l'homme moderne a exclu de sa représentation de la réalité les êtres inorganiques. Il ne les voit pas. Coucou, je suis là. Vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois. Comme les humains dans leur majorité, ignorent complètement l'existence des êtres inorganiques dans leur environnement. Cela arrange les affaires d'un type très particulier parmi ces créatures inorganiques. Ces derniers sont venus depuis les profondeurs du cosmos et ils ont fait irruption sur Terre vers la fin du Paléolithique. Ils étaient attirés par l'appétissante couleur dorée de notre conscience. Ces prédateurs inorganiques sont des créatures invisibles pour les yeux ordinaires, sauf parfois à ceux de certains enfants qui en font des cauchemars. En revanche, pour les hommes et les femmes qui ont développé la faculté de voir, ils apparaissent sous la forme de lourdes ombres d'un noir profond. Les voyants modernes les nomment flyers ou planeurs en français. Ce qui attire ces flyers, c'est la fine couche de conscience qui recouvre la surface extérieure du cocon lumineux des êtres humains. Lorsque nous sommes empêtrés dans l'ego et dans la préoccupation de soi, ce revêtement de conscience prend une consistance absolument irrésistible pour ces prédateurs inorganiques, comme le miel doré et sucré pour les mouches. Quand nous éprouvons des émotions fortes liées à l'angoisse, ou quand nous avons des attaques d'ego, notre revêtement de conscience émet des gerbes d'énergie dont se repaissent les flyers. Le résultat de cette prédation énergétique est le rétrécissement de la fine couche de conscience qui enveloppe la sphère lumineuse de l'être humain. Au lieu de couvrir la totalité de cette dernière, comme c'est le cas pour le nouveau-né, elle se réduit à l'âge adulte à la portion congrue, c'est-à-dire un minuscule lambeau tout en bas du cocon. Les conséquences de ce rétrécissement radical du revêtement de conscience à la surface de notre cocon sont désastreuses pour nous. Jadis, il y a bien longtemps, nous étions des êtres magiques, une espèce de singe sublime, avec une conscience prodigieuse et capable d'accomplir des actes extraordinaires grâce à la fine couche de conscience qui enveloppait la totalité de notre sphère lumineuse. Mais désormais, en faisant de nous leur source de subsistance, les flyers ont réduit l'humanité à un troupeau d'êtres diminués, apathiques et dociles, en un mot domestiqués, rassemblés dans de vastes enclos qu'on appelle villes, et qu'ils viennent traire de temps en temps. À une époque lointaine, nous étions des explorateurs de la conscience, des guerriers chasseurs épris de liberté. Les flyers ont fait de nous des consommateurs avides de biens matériels par la domestication et la sédentarité. Désormais, la mémoire du guerrier chasseur que nous étions a été enfouie sous des tonnes de nourriture industrielle. Le plus terrible dans cette histoire, c'est la stratégie que les flyers ont mis en œuvre pour nous maintenir dans les états émotionnels qui leur conviennent. Ils ont réussi à introduire dans notre système un cheval de Troie, et celui-ci en a pris le contrôle. Ils nous ont littéralement piratés ou parasités. Cette implantation étrangère s'est logée dans un des centres d'énergie en forme de vortex qu'on appelle chakra et qui entoure notre corps physique à l'intérieur de notre sphère lumineuse. Il en existe un grand nombre. Certains sont tout petits et d'autres sont grands. Ils ont tous la forme de tourbillons coniques animés de mouvements circulaires. Un seul de ces centres échappe à cette description. C'est celui qui se trouve au-dessus de la tête. Ce centre-là bouge avec des mouvements pendulaires, d'avant en arrière, qui rappellent un peu le battement d'un cœur. Ce centre d'énergie a été investi par l'esprit du flyer. Et c'est depuis ce poste de pilotage qu'il nous dirige en répandant ses pensées scabreuses en nous. Après des millénaires d'interactions avec ce prédateur inorganique,
L'affreuse greffe fut si bien incorporée par l'être humain que celui-ci s'identifie avec l'esprit étranger du flyer. Quant au véritable esprit de l'homme, il a été relégué dans les oubliettes de sa mémoire, dans les profondeurs de son être. Les chamans qui peuvent voir l'énergie disent que l'homme moderne possède deux esprits et que l'un d'eux n'est pas le sien. Je sais, cela pique aux oreilles d'entendre de tels propos. Une voix dans la tête est déjà en train de nous dire que tout ça, ce ne sont que des absurdités, des divagations de débiles. Et cette voix tombera d'accord avec elle-même. Alors, nous acceptons son opinion et la faisons nôtre, comme la plupart du temps. Sauf peut-être, cette fois-ci. Je persiste donc dans mon délire. C'est par les pensées qui grouillent sous notre crâne que les prédateurs inorganiques, que sont les flyers, nous tiennent sous leur contrôle. La voix dans nos têtes, qui ne cesse de parler, est la leur. Et si nous nous amusions à jouer aux détectives en épiant discrètement cette petite voix en nous, si insistante, vous verrez que c'est elle qui entretient notre amour-propre, nos ambitions, nos espoirs, notre complaisance et notre mentalité de victime. C'est elle aussi qui souffle sur les braises de nos rancunes. Et tout ça pourquoi ? Pour que notre revêtement de conscience à la surface de notre sphère lumineuse garde sa délicieuse consistance qu'apprécient tant les flyers. Et dès que viendra le moment des accès d'angoisse ou des attaques d'ego, les explosions d'énergie que produira notre fine couche de conscience feront les délices du flyer. C'est un don fabuleux que nous leur faisons, en pure perte pour nous. Vous connaissez les expressions « avoir des hauts et des bas » ou « avoir le moral au ras des pâquerettes ». Ces bas en question, ces moments de déprime que nous subissons parfois, surviennent après le passage du flyer. Pour résister à cette horrible déprédation qui nous dépouille de notre précieuse conscience, les chamans des temps anciens ont développé différentes stratégies. L'une d'entre elles est le silence intérieur. Les Toltecs de l'ancien Mexique disaient que la sorcellerie est l'art du silence. Il faut une âme de guerrier pour partir à la reconquête de soi, car c'est un combat qui demande une vigilance de tous les instants et qui a toutes les chances de durer la vie entière. Le mental est un adversaire coriace qui saura s'adapter au changement pour garder le contrôle sur nous. La plupart du temps, nous ne faisons qu'un avec lui, puisque nous sommes convaincus qu'il est nous-mêmes, et donc nous le subissons d'une manière passive. Il est temps de prendre un peu de distance avec lui. Cela commence par apprendre à se traquer, à s'observer sans se juger, afin de bien connaître le fonctionnement du mental. Ensuite, il faut créer un rapport d'autorité entre soi et les pensées. Il est essentiel que nous parvenions à nous faire obéir d'elle. Si nous ordonnons à cette voix en nous, qui jacasse sans cesse de se taire, il faut qu'elle s'exécute, même pour 1 ou 2 secondes. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! Porter notre attention sur nos sens aide à l'installation du silence intérieur. Écouter les sons, sentir notre corps et le vent sur notre visage, sentir le froid, le chaud, sentir les odeurs, porter notre attention sur notre respiration. Il s'agit ici de la respiration abdominale.
celle qui consiste à inspirer l'air en gonflant le ventre et à expirer en rentrant ce dernier. Cette façon de respirer est très importante, car elle nous donne l'occasion de nous concentrer sur l'espace à l'intérieur de notre abdomen. C'est en cet endroit qu'a été proscrit le véritable esprit de l'homme, celui des origines. Si nous nous familiarisons avec lui, nous découvrons qu'il est serein, silencieux, impersonnel, lourd, enraciné dans l'instant présent et très ancien. D'ordinaire, nous avons tous l'impression que notre conscience est basée dans le cerveau. C'est ce qu'affirme la science officielle. En revanche, selon les voyants des anciennes traditions, le cerveau est seulement le centre de la raison. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, notre tête a été investie par une force étrangère, les flyers. Par conséquent, le guerrier rêveur qui décide de prendre de la distance avec le mental change son QG de place. Il le déménage dans son ventre, là où réside son véritable esprit. Quant aux guerrières, elles le déplacent dans leur matrice. Si nous relevons ce défi, nous devons essayer, dans le cours de notre vie quotidienne, de demeurer le plus souvent possible au niveau du ventre en s'aidant de la respiration abdominale. Notre attention se repositionne dans le cerveau uniquement quand nous avons besoin d'utiliser la raison. Le résultat de cette stratégie ambitieuse est que le dialogue dans la tête, qui jusqu'alors était quasiment permanent, va se fragmenter. Des trous apparaissent dans la trame serrée de son filet qui nous retient sous son contrôle. Ces petits espaces sans pensée sont comme des fenêtres ouvertes, disons plutôt entr'ouvertes, sur le monde qui se trouve au-delà du connu. Par ces ouvertures, le vent de l'esprit peut enfin s'engouffrer et aérer notre monde intérieur qui empeste de le renfermer. Le silence intérieur, s'il est suffisamment pratiqué, va progressivement nous éloigner de l'importance que nous accordons à la défense du moi. C'est l'apitoiement sur soi qui génère ces interminables ruminations à propos de tout et de rien, du passé, du futur. La quête du silence exige beaucoup de combativité, énormément de patience et une persévérance en acier trempé. Il existe un signe qui nous indique que nous sommes sur le bon chemin. Ce sont ces bulles de bien-être qui remontent de nos profondeurs et qui se faufilent à travers les petits espaces de silence. Le silence intérieur est la voie qui mène au véritable esprit de l'homme. Celui-ci est enfoui tout au fond de nos entrailles, dans ce que les anciens voyants du Mexique nommaient le corps gauche. Vous pouvez vous reporter, si vous le voulez, à la vidéo corps gauche, corps droit. Vous serez peut-être étonné de vous apercevoir que notre véritable esprit est capable de penser sans parole. Cela s'appelle la connaissance silencieuse. En nous dissociant du mental et de l'ego, la fine couche de conscience, réduite à un lambeau tout en bas de notre cocon, devient immangeable pour le flyer. Ainsi, elle aura enfin une chance de croître à nouveau. Dès lors que ce revêtement extérieur de conscience gagne du terrain à la surface de notre sphère lumineuse, notre perception du monde et de nous-mêmes se renouvelle. Et, à un moment ou à un autre, nous assistons, émerveillés, à l'émergence en nous d'aspects insoupçonnés de notre être.